et le gouvernement marocain qui a annoncé avoir accepté le soutien de seulement 5 pays, mais pas la France. On va d'abord partir sur place, rejoindre notre envoyée spéciale Régine Delfour, qui se trouve dans une base militaire avec Thibault Marcheteau, une base militaire, Régine, d'où l'on coordonne l'aide pour les sinistrés. C'est bien cela? Nous sommes ici dans le centre communal de Tafingout, dans la province de Taroudan. C'est ici qu'une base militaire a été installée, notamment avec un hôpital militaire. Mais il y a aussi des associations pour coordonner cette aide alimentaire. À mes côtés, Abdullah, vous faites partie donc d'une association du Forum de la jeunesse rurale. Comment ça se passe en fait ? Maintenant, donc, comme une association locale, le Forum de la jeunesse rurale, on essayait d'organiser l'opération de distribution des aides et même d'orientation des associations qui vont fournir de l'aide pour les envoyer et assurer leur acheminement vers les droits qui sont touchés par le séisme. Donc en fait, dans cette aide, il y a qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'eau, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a de l'eau, de la nourriture, les tentes, les pièces d'éclairage, les couvertures et les médicaments. Et la nourriture, vous en avez, vous pouvez, les gens qui sont dans ces villages peuvent tenir combien de temps avec la nourriture qui se trouve ici ? On peut dire que pour le moment, la nourriture, il y a ce qui suffit pour 3 ou 4 jours, mais il y a une insuffisance au niveau des tentes et même au niveau des couvertures parce que les survivants dorment juste à l'extérieur dans les champs. Merci beaucoup Abdullah. Oui, parce qu'en fait, dans ces villages qui sont au cœur de l'Atlas, toutes les maisons sont détruites. Les gens donc sont obligés de dormir dehors. Ce sont des familles entières avec des enfants qui sont parfois sous des tentes, mais beaucoup n'ont pas la chance d'avoir une tente. Merci beaucoup Régine Delfour, sur place avec Thibault Marcheteau pour ces témoignages. Louis de Ragnel, on a une situation humanitaire avec une catastrophe naturelle. On a le Maroc qui visiblement réussit à apporter des vivres, de l'eau et l'aide internationale donc qui n'arrive pas forcément puisque certains pays ne sont pas désirés. Oui, alors enfin... certains pays ne sont pas désirés. En fait, le Maroc est un pays souverain et donc décide de qui... il peut choisir les pays qui peuvent apporter de l'aide. Je rappelle que le Maroc, ce n'est pas Haïti, c'est-à-dire que l'État n'est pas totalement effondré. Il y a un gouvernement, il y a une armée, il y a des services de secours. Alors évidemment, vous savez, dans toute catastrophe naturelle, je sais pas, j'imagine, s'il y avait un tremblement de terre à Marseille, il y aurait des scènes, évidemment, qu'il y aurait des gens qu'on chercherait encore sous les décombres. Et évidemment, tout est toujours compliqué par définition. Ensuite, le Maroc, avec la France, a des relations qui n'ont pas toujours été très simples, même si, là, aujourd'hui, quand vous contactez à la fois le Quai d'Orsay et vous appelez des ministres, par exemple, du Royaume du Maroc, globalement, ils disent à peu près la même chose. C'est-à-dire que tout va très bien, mais ça, c'est la diplomatie, Louis. Oui, mais ce qu'ils disent, par exemple, ils disent, c'est pas au pays qui propose de décider ce qu'ils doivent envoyer. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, non, mais le pays, le Maroc doit décider. Il ne nous a pas échappé qu'il y avait 5 pays dont l'aide a été acceptée. Espagne, Grande-Bretagne, Qatar, Émirats Arabes Unis et la République tchèque. Et donc, et pas la France. Des monarchies, voilà. Et le point commun de tous ces pays, c'est qu'ils ont reconnu le Sahara occidental comme étant marocain. Okay. Et effectivement, c'est un point d'achoppement très fort. Très fort entre la France et le Maroc, il y en a d'autres. Carl Olive, député Renaissance, vous comprenez ou pas Je confirme ce que dit Louis Ragnel, c'est-à-dire que la mobilisation du ministère de l'Intérieur, du Quai d'Orsay, du ministère des Armées et de tous les instants. Rappelez qu'il y a 1 500 000 Français d'origine marocaine ou binationaux dans notre pays. Je prends le cas de la ville de Poissy que je connais bien, c'est 2000. En discutant avec les amis, notamment tout au long du week-end, il y a des demandes qui effectivement sont faites et notamment des contacts sur des familles qui sont sur site. Et le relais est fait par les ministères avec les numéros de téléphone qui vont bien. Ça concerne les ressortissants français qui sont là-bas. Exactement. On est d'accord. Exactement. Okay. Et puis vous avez on l'a vu, la région sud, la région Occitanie, la Corse ont octroyé 1 million d'euros, Valérie Pécresse 500 000 en Ile-de-France. Ce soir, vous avez des délibérations dans des conseils municipaux qui vont apporter effectivement entre guillemets, des offrandes. Et je crois que moi, je me satisfais en tout cas de cette concorde nationale, et y compris dans notre pays, qu'on critique suffisamment pour dire que l'ensemble des sensibilités politiques, pour le coup, se retrouvent pour ce soutien. Mais la question, c'est est-ce que la brouille entre Paris et Rabat n'est pas en train, encore une fois, de faire que les secouristes français qui étaient prêts, qui étaient sur le tarmac, n'ont pas pu décoller pour aller apporter leur aide ? Ça a été rappelé, le Maroc est un pays souverain qui décidera le moment venu quelles aides potentielles il peut bénéficier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, notamment dans les conseils des
départementaux, les pompiers sont prêts pour la solidarité, elle est évidemment au rendez-vous. Oui, parce que c'est un peuple ami et frère. Et frère, absolument. Moi, j'aurais une lecture un peu plus rigide que celle de Carl Olive sur les relations entre la France et le Maroc. Vous l'avez rappelé, Laurence, il y a 5 pays qui aident aujourd'hui le Maroc. Moi, j'estime que, compte tenu des relations historiques, du nombre de binationaux dont Carl Olive rappelait le nombre, ça n'aurait pas été scandaleux si on avait été dans un autre contexte diplomatique que le Maroc, parmi les pays amis qu'il sollicitait, le demande à la France. La réalité, c'est que la brouille est profonde. C'est qu'on a réduit le nombre de visas pour les Marocains. C'est qu'on a pris position d'une manière assez claire contre le Maroc au profit de l'Algérie sur la question du Sahara occidental. Et puis, il y a eu aussi cette brouille de l'écoute du téléphone du président de la République par un logiciel israélien, Pegasus. Donc, si vous voulez, oui, la brouille, elle est profonde. Et d'une certaine manière, le Maroc manifeste sa fierté, son nationalisme, son patriotisme, en disant on n'a pas besoin de vous. Absolument. Et d'ailleurs, on est fâché et on ne va pas tirer un trait sur cette fâcherie profonde simplement parce que vous nous tendez la main. Rachel Kahn, votre analyse. Oui, alors déjà, on a beaucoup parlé du silence du roi du Maroc aujourd'hui, et c'est vrai que dès qu'il y a silence, on commence à phosphorer sur les tensions, qui sont réelles, mais surtout ce qui est reproché par les Marocains au roi du Maroc, c'est le fait qu'il était en train de se faire soigner en France. Donc ça veut dire, en gros, que lui, en fait, il accepte tout à fait l'aide de la France pour se faire soigner, mais qu'il n'accepte pas que la France puisse aider le peuple marocain. Donc ça, déjà, c'est un problème à part. Après, je pense qu'effectivement, c'est un peuple qui est frère. On a une histoire commune, même si elle est douloureuse. Nous parlons la même langue, ce qui fait que lorsqu'on veut notamment organiser une aide internationale, des corridors humanitaires, de parler français, ça facilite l'aide. On a effectivement les binationaux, puisque quand vous avez un père marocain, vous êtes marocain, même si vous êtes né à Blois, en Touraine, n'importe où, vous êtes marocain. Là, aujourd'hui, on sent bien que la société civile incarnée par Jamel, par Gad Elmaleh, est fortement mobilisée. On voit bien que la France est tout à fait présente. Je pense que lorsqu'on a un peuple frère qui a perdu une partie de sa famille, on va au-delà de tous les désaccords et on entre dans cette relation humaine au-delà de toutes les tensions. Il y a aussi la question de l'Algérie qui sous-tend tout cela, Louis de Ragnel. Le président Macron a toujours privilégié le dialogue avec l'Algérie plutôt qu'avec le Maroc, et c'est aussi peut-être une des raisons de la brouille. Absolument. Il y a l'histoire récente, globalement, on a tout fait pour se brouiller avec les Marocains. En 2014, Abdelatif Hamouchi, qui est le directeur de la police nationale et le patron de la DST, c'est-à-dire le renseignement intérieur marocain, a failli se faire interpeller à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en France parce qu'il y avait une plainte pour torture qui avait été déposée contre lui. Objectivement, ça aurait été le patron de la CIA à Paris, Guantanamo. Vous voyez, la plainte est légitime. Jamais les autorités françaises n'auraient accepté un tel traitement pour le patron de la CIA. Donc ça avait entraîné, en tout cas dans la période récente, une première brouille. Il y avait une rupture totale de relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Ensuite, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls s'étaient rendus l'un et l'autre à Rabat pour essayer de réparer cet affront. Et le Maroc et la France apprenaient, entre guillemets, à remarcher ensemble un peu main dans la main. Et ensuite arrive l'élection d'Emmanuel Macron, qui a une espèce d'obsession, une volonté, en tout cas, de se rabibocher avec l'Algérie, et en donnant beaucoup plus que ce qu'il ne pouvait donner, d'ailleurs. Les Algériens s'en servent énormément en politique intérieure, et in fine, en fait, on a tout perdu, et Emmanuel Macron a tout perdu, puisque le président algérien actuel ne nous respecte pas, et objectivement, on a réussi un exploit incroyable, c'est de se fâcher à la fois avec le Maroc et l'Algérie, sachant que, et simplement d'un mot, historiquement, d'habitude, la gauche était plutôt alliée et amie de l'Algérie, la droite soutenait, était très pro-marocaine. Et c'est vrai que là, on se retrouve dans une situation assez inédite. Et je pense simplement, pour rebondir sur ce que disait Éric Revel tout à l'heure, c'est que si un président comme Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac était président aujourd'hui, je pense qu'on aurait été un des premiers pays à envoyer de l'aide au Maroc. Pour les dons, on peut s'adresser à la Croix-Rouge, le Secours populaire, la Fondation de France, qui évidemment seront aiguillés. Oui, je ressouligne le rapidement, Éric Revel, ces derniers mots. C'est historique. On est fâché à la fois avec le Maroc et l'Algérie. Et pendant ce temps-là, l'Algérie, ses gouvernants continuent de se servir de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle, nous mènent par le bout du nez avec un président Tebboune, le président algérien, qui se permet
de refuser de venir en France en disant qu'évidemment il viendra un jour. Donc qui va à Moscou à la place. Et qui va à Moscou à la place. Donc si vous voulez, c'est comme aussi ça le résultat de la diplomatie d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'on est fâché avec beaucoup de pays, dont historiquement, et c'est jamais arrivé, en même temps le Maroc et l'Algérie. Un dernier mot, Carl Olive. Juste vous dire sur le terrain et tout au long du week-end dans les forums d'association avec les amis marocains. Petit exemple, on a joué au football avec le Variété hier, avec une minute de silence en amont du match, avec de nombreux amis marocains d'origine marocaine. Je peux vous dire que les amis marocains sont particulièrement sensibles aux actions que sont menées sur notre territoire. Par les Français. Par les Français, à l'endroit de leur famille. Évidemment. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. On évoquera la situation à Marseille. Je vous le disais, une jeune femme de 24 ans en état de mort cérébrale. Elle était tout simplement chez elle, dans sa chambre au 3e étage, lorsque des trafiquants de drogue ont ouvert le feu à la Kalachnikov. À tout de suite.